l'écoféminisme depuis son origine et aujourd'hui en 2021. Oui, sans souci. L'écoféminisme, c'est donc un mouvement qui est né dans les années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. Il y a énormément de femmes qui se sont retrouvées à ce moment-là pour militer notamment pour la fin de la guerre au Vietnam, contre l'industrie du nucléaire qui était en train de se développer, et puis contre l'armement nucléaire aussi, parce qu'on était en pleine guerre froide. Et en France, ça n'a pas trop pris, parce qu'en fait, nous, on était en plein dans nos propres luttes féministes pour avoir le droit à l'avortement et le droit à la pilule. Ce qui fait qu'en fait, voilà, la convergence des luttes écolo et féministes n'était pas vue comme une urgence. Et si on rentre un peu dans la définition de l'écoféminisme, donc c'est un mouvement un peu tentaculaire, ce qui fait que de prime abord, c'est souvent assez compliqué de comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants. Et il y a donc plusieurs niveaux de lecture. Le premier, c'est donc la convergence des luttes écolo et féministes. Et si on tire le fil un petit peu plus loin, en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle l'oppression patriarcale, donc le système d'oppression patriarcale, qui agit de la même façon sur les femmes que sur la planète. En fait, ce système d'oppression, tout le monde le connaît en fait, c'est ce fameux schéma de la pyramide, où il y aurait une personne tout au-dessus qui ferait pression sur tout le monde, et puis les gens en dessous qui tiennent la baraque un peu comme on peut. Et donc, au travers de l'écoféminisme, on va venir déconstruire ce système d'oppression. Donc, on parle bien d'un système d'oppression. On ne parle pas des hommes qui font du mal aux femmes, même s'il se trouve que dans une majorité des cas, en fait, ce système, il est opéré par des hommes, mais il peut être aussi opéré par des femmes, ou par même toute identité de genre. Et donc, avec l'écoféminisme, on va venir déconstruire ce système d'oppression, et construire une société qui serait basée plus sur un système circulaire, où il n'y aurait pas une personne avec les pleins pouvoirs, en gros. Et ce système d'oppression, donc il agit de la même façon que ce soit sur les femmes ou sur la planète. On s'imagine bien ce que c'est sur la planète, hein, ce fameux système de surexploitation de la nature, des ressources, le fait que, en fait, on ait l'impression qu'on puisse prendre, utiliser et jeter la nature, tout ce qui se passe sur la planète sans se soucier des conséquences après. Et sur les femmes, au final, c'est un peu le même mécanisme, parce que le corps des femmes est objectifié, parce qu'on le voit encore avec les féminicides aujourd'hui, il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes. On exploite aussi le travail des femmes, parce qu'il y a énormément de travails qui sont sous-valorisés, sous-rémunérés, et qui sont des travails qui sont pris en charge beaucoup par des femmes. On l'a vu avec la crise du Covid notamment. Et donc, en fait, ce système d'oppression, avec l'écoféminisme, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en tirant le fil, on se rend compte que c'est aussi le même, qui agit de la même façon et qui vient créer des problèmes liés au racisme, à l'homophobie, au spécisme, et voilà, toutes les dérives un peu du capitalisme. Donc en fait, on choisit de s'intéresser à l'écologie et au féminisme en priorité, parce que l'écologie, c'est l'urgence, c'est une urgence qui touche en fait toute la planète et tous les gens sur cette planète. Et tout simplement le féminisme, parce qu'on vient travailler sur la catégorie sociale la plus fragile en fait sur la planète, tout simplement parce que c'est la population la plus précaire. On pourra en parler sans doute avec Fanny tout à l'heure. Donc on se rend compte que quand on vient aider les femmes, en fait, on aide la moitié de la population mondiale, et donc l'impact est hyper rapide, hyper efficace. Et il y a juste une phrase aussi qui résume très bien cette nécessité de faire converger ces deux luttes-là en priorité aujourd'hui, et qui dit « Qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène ?» C'est-à-dire à quoi bon se battre pour essayer d'avoir l'égalité entre les femmes et les hommes, si c'est pour se rendre compte qu'en fait plus personne ne pourra vivre sur cette planète bientôt parce que trop de pollution, trop de changement climatique. Et vice-versa, à quoi bon essayer de sauver la planète si c'est pour que dans ce processus, une fois de plus, on mette de côté la moitié de la population mondiale. Merci Solène pour cette introduction très riche.
C'est vrai que le contexte actuel permet de pouvoir reparler de l'écoféminisme, j'ai fait mes petites recherches, date de 1972 avec le rapport Mido du Club de Rome qui établit les conséquences sur le plan écologique d'une croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini. Donc on comprend bien la problématique que ça nous appelle aujourd'hui. Solène le soulignait dans son propos, l'organisation de la société d'un point de vue économique et d'un point de vue genré entraîne les conséquences qu'on constate aujourd'hui. Peut-être, Fanny, toi qui travailles dans une organisation à dimension internationale et qui ne date pas d'hier, comment est-ce que vous arrivez à réguler ça, ou en tout cas à proposer des alternatives à ce système patriarcal qui montre ses limites aujourd'hui? Commencer à proposer des alternatives, c'est déjà un début, mais le chemin va être long. Je voulais d'abord vous dire que je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et je voudrais revenir d'abord sur le pourquoi en fait, des associations comme la nôtre s'engagent sur le changement climatique. C'était pas du tout dans notre ADN à la base quand on a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est comme ça que le CAIR a été créé. C'est en fait des surplus alimentaires américains qui étaient envoyés aux survivants et survivantes de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les premiers colis sont arrivés au Havre. Et au départ, donc, il y avait d'abord cette mission qui venait plutôt vers l'Europe, et petit à petit, en fait, notre mission, elle s'est quasiment complètement recentrée sur les pays du Sud. Là, à peu près, aujourd'hui, on est présent dans une centaine de pays à travers le monde. Et CAIR, on travaille sur tout un tas de sujets. On a un double mandat. On travaille à la fois sur les enjeux de développement, sur les enjeux de réponse aux urgences. Mais le fil rouge de l'ensemble de nos projets, c'est le renforcement des droits des femmes et des filles et le fait de rééquilibrer les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Et donc ça, on le fait à travers notre action sur le changement climatique. Parce que le changement climatique, en fait, on l'a observé, est en train de nous faire revenir en arrière par rapport à tous les progrès, toutes les avancées qu'on a pu avoir en termes d'éradication de la pauvreté sur les 20-30 dernières années. Donc c'est pour ça que pour nous, il y a vraiment une urgence à agir le plus vite possible, surtout qu'on voit que les États ne font pas du tout leur boulot. Je ne vais pas revenir sur... vous aurez vu tous les événements climatiques extrêmes qui se multiplient, leur intensité est de plus en plus forte. Et pas plus tard qu'hier, il y a un rapport des Nations Unies qui est sorti pour dire que la fameuse promesse que les États du monde entier ont fait à quelques kilomètres d'ici, au Bourget, il y a 6 ans, de tout faire pour rester sous 2 degrés de réchauffement et si possible 1,5 degré. Et bien, cette promesse, elle s'évanouit petit à petit. Je ne devrais pas vous le dire parce qu'on est là, il faut se battre, il faut continuer à y croire. Mais pour l'instant, les engagements que les États ont pris nous placent sur une trajectoire de réchauffement de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est si les États font absolument tout ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Donc, c'était juste pour remettre dans ce contexte-là. Ouais. J'essaye de voir derrière les masses. Les gens sont surpris que les engagements n'aient pas été tenus, mais a priori, les gens ne sont pas surpris. Désolée, ça plombe un peu l'après-midi. Il faut être réaliste pour pouvoir se motiver et militer. Et donc nous, du point de vue de notre mission, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le changement climatique, c'est l'une des plus grandes injustices de notre époque, parce qu'en fait, ce sont les populations, les pays qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les pays du Sud, qui sont les plus impactés par le changement climatique. Nos collègues d'Oxfam sortent régulièrement des rapports et c'est flagrant de voir que les 10% les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, quand la moitié de la population la plus pauvre de la planète est responsable de moins de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Juste avoir cette idée en tête, c'est effroyable. Donc on ne parlera pas d'émissions dans l'espace en ce moment, mais du coup, il y a cette injustice climatique d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les inégalités de genre qui persistent malheureusement dans quasiment toutes les sociétés à travers le monde. C'est-à-dire que les femmes, les filles n'ont pas les mêmes opportunités en termes d'accès à l'éducation, d'accès à l'emploi, d'accès et de contrôle des ressources, qu'elles soient les ressources financières, les ressources terriennes. Et en fait, la rencontre de ces deux injustices, ça forme un cocktail explosif. C'est ce qu'on appelle la double injustice du genre et du changement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça alourdit la charge de travail des femmes dans les pays du Sud.
les femmes qui sont en général responsables de la collecte des ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit le bois, pour aller subvenir aux besoins de leur famille, bien, comme ces ressources se raréfient, elles doivent passer plus de temps à aller collecter ces ressources-là. C'est du temps qu'elles ne peuvent pas utiliser pour, elles, développer des activités génératrices de revenus, développer leur petit commerce, développer leur agriculture. C'est du temps qu'elles ne peuvent pas utiliser pour contribuer aux décisions au niveau local. Comme ces femmes, en fait, elles se retrouvent face à une surcharge énorme, elles ont besoin d'aide, donc elles vont se retourner vers leurs enfants. Et qui on va déscolariser en premier? Les filles, pas les garçons, parce que c'est plus important que le fils réussisse plutôt que la fille. Quand on manque de nourriture, parce que les récoltes ont été détruites à cause d'inondations, de sécheresse, qui sont les premières à se priver pour s'assurer que les hommes, les enfants mangent d'abord, ce sont les femmes. Toutes ces choses-là, c'est la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. C'est aussi bien en Afrique, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Asie. Et donc nous, on est persuadés qu'il faut absolument se mobiliser, lutter de pair contre changement climatique et inégalité de genre. Du coup, j'ai fait un peu une longue introduction. Mais c'est très bien parce que du coup, on va parler des rapports avec les pays du Sud aussi un peu plus tard dans la conversation. Tu as souligné quelque chose de très important, je pense que tout le monde en a conscience, mais c'est vrai que les grandes entreprises sont principalement dirigées par des hommes. En tout cas dans les pays occidentaux, dans ce qu'on peut voir dans les grandes entreprises du CAC 40 ou autres, ça change un petit peu, je pense, dans les conseils d'administration au fur et à mesure, puisqu'il y a de la culture et de la sensibilisation qui se fait. Mais la question de la représentativité de genre dans les grandes entreprises a un impact direct et indirect sur les conséquences, en tout cas sur l'environnement et sur l'écologie. Tu parlais d'empowerment, on va pouvoir laisser Alexandre présenter son initiative, puisque tu permets aussi aux femmes de revenir, ou en tout cas de se diriger vers le marché de l'emploi, vers un métier qui est lié à l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler de ton association, s'il te plaît? Alors, c'est pas la mienne, on est toute une équipe, c'est une agence collective, mais Dupain et Roses, ça a été fondé en 2017 par Marie Reverchon, qui est aujourd'hui présidente de l'association. Et on est sur un modèle hybride qui est une association, une entreprise sociale et qui travaille autour de la fleur. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir proposer à des femmes qui sont éloignées de l'emploi une formation et un accompagnement pour les aider à devenir fleuristes. Et il y a aussi également tout un travail de sensibilisation autour des enjeux de la fleur, puisque, on le sait, la fleur est responsable de beaucoup de dégâts écologiques. Et si on se replace dans une perspective écoféministe, il y a également beaucoup de populations, notamment beaucoup de femmes qui travaillent dans ces exploitations, que ce soit au Kenya, en Équateur, avec énormément de pesticides, des transports en avion. Donc la fleur est un désastre écologique aujourd'hui, sauf lorsqu'elle est produite localement. Et donc nous, on milite pour le 100% de fleurs françaises, donc c'est ce qu'on utilise au quotidien, ce qu'on utilise aussi pour donc dans nos activités commerciales, puisqu'on a une boutique, etc. Et on est fleuriste événementiel, mais aussi surtout de notre partie formation. Et surtout, en fait, l'idée c'est qu'en fait, on n'y arrivera pas si on continue à ne pas infuser ces principes-là de manière globale dans la société, et si on ne pense pas un écoféminisme profondément inclusif et dans le fait qu'on n'embarque pas globalement en fait toutes les femmes, peu importe leur parcours, leurs origines, leurs opinions, etc. Et c'est un peu ce qu'on s'appliquait à faire à Dupain et des Roses, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'elles puissent durant leur formation comprendre c'est quoi les enjeux de la flore française, développer aussi un amour pour ce produit, parce qu'au final travailler avec de la flore locale, c'est travailler avec de la flore fraîche qui n'a pas été en frigo, qui ne vient pas de l'autre bout du monde, mais travailler avec la saisonnalité des fleurs, travailler avec cette idée que on est connecté aussi à ce qui pousse pas loin et qu'on sait le reconnaître et qu'on sait l'apprécier. Et quand on développe cette idée-là, et du coup on peut devenir ambassadrice de ça, même si on sait très bien que demain elles n'iront pas forcément que dans des boutiques qui font à 100% de la flore française, parce que c'est extrêmement compliqué, mais elles pourront créer des dynamiques de changement là où elles vont, et elles pourront aussi porter ce message avec nous. Donc voilà, c'est dans ça
où nous on essaie d'incarner un petit peu cette idée d'écoféministe et de se dire que être écologique ou être féministe, c'est pas quelque chose qui forcément est toujours l'apanage de certaines personnes, mais il faut que ça devienne l'affaire de toutes. Et du coup, c'est dans ça qu'on essaie de s'inscrire dans ce mouvement et, voilà, et de l'incarner aussi au quotidien. Très bien. Du coup, peut-être petite précision pour bien comprendre le contexte, parce que moi je l'ignorais et j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui peuvent l'ignorer. Donc si on achète des fleurs dans un supermarché, on est d'accord qu'il y a très peu de chances qu'elles soient produites localement. Localement? Ah non, pas localement justement. Est-ce qu'il y a très peu de chances qu'elles soient produites localement? C'est ça. 85% des fleurs sont importées en France, alors même qu'on avait une tradition horticole qui était très forte et on a un vrai savoir-faire horticole. Mais est-ce que faites attention la prochaine fois que vous offrez des fleurs? Si vous voulez offrir des fleurs locales, il y a un collectif qui s'appelle le Collectif de la fleur française qui répertorie à Paris et ailleurs les fleuristes qui s'appliquent à utiliser de la fleur française. Et je pense en fait qu'il est en train de se passer dans la fleur la même chose qui s'est passé dans le bio, enfin pour les légumes il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette prise de conscience que voilà, on s'attaque à notre assiette, maintenant attaquons-nous à notre base et voyons ce qu'il y a dedans, parce que en fait, ces fleurs qu'on ramène et qui sont pas chères et qu'on achète au franc prix en bas de chez soi, en fait, elles sont pleines de pesticides et elles vont pourrir en quelques jours parce qu'elles ont été transportées dans des frigos sur des milliers de kilomètres en avion, en bateau. On en prend note, merci beaucoup. Vu qu'on parle d'engagement, et là en l'occurrence c'était à travers ton organisation et ton association, c'était l'engagement du travail. Comment est-ce qu'on peut redéployer sa productivité, ses activités avec quelque chose d'engagé. Solène, toi tu es engagée depuis des années sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut proposer ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui souhaitent s'engager dans l'écoféminisme à leur échelle aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de s'engager. La première, c'est déjà de s'informer et de partager des informations, de venir à des conférences comme celle-ci, d'en parler à ses amis, de lire des bouquins. Je vous ai ramené d'ailleurs quelques ouvrages que vous pourrez feuilleter et prendre quelques références après si ça vous intéresse. Après la pub, tu l'as ramené? Je l'ai ramené. Et puis ensuite, quand on commence un petit peu à cerner ce que c'est l'écoféminisme et qu'est-ce qui nous intéresse plus particulièrement, parce qu'en fait l'écoféminisme, on peut y discerner plusieurs branches, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser vraiment aux actions de terrain comme le fait Care France par exemple, ou comme le fait Du Pain et des Roses, et donc on peut s'intéresser à ça, on peut s'intéresser à une branche plus spirituelle aussi, voilà, le fait de se reconnecter au vivant, d'entamer une guérison de soi pour mieux mettre en place une guérison de la planète après. En fait, il y a plein de façons de s'engager, et donc la première, c'est un peu comme l'écologie. La première des choses, c'est déjà de faire les petits gestes du quotidien qui ne vont pas changer la planète, hein, on est d'accord, mais par contre, ça permet de cerner les problèmes et puis de se renseigner sur telle ou telle chose et de creuser des sujets. Une fois qu'on se sent à l'aise sur la mise en place des petits gestes du quotidien, comme par exemple le fait d'acheter des produits issus du commerce équitable. Ça, c'est un des petits gestes qu'on peut mettre en place assez facilement parce qu'en fait, il y a de plus en plus de labels qui, dans leur charte, ont une clause égalité des salaires entre les femmes et les hommes dans les champs de production, ou alors obligation que les enfants ne travaillent pas dans les champs mais aillent à l'école, et s'il n'y a pas d'école, construction d'un système éducatif, enfin voilà. Il y a des choses intéressantes, et du coup, acheter des produits du commerce équitable. Parfois, ça coûte effectivement un petit peu plus cher, mais voilà, sur des produits comme du café, du chocolat, du sucre, ça se fait assez facilement. Ça permet d'être en solidarité avec les femmes des pays des Suds. Et puis une fois que ces petits gestes-là, on a envie d'aller un petit peu plus loin, on peut s'engager d'un point de vue local et en mobilisant une communauté locale, que ce soit par exemple en organisant des pique-niques zéro déchet, vegan, dans des espaces urbains qui sont majoritairement occupés par des hommes. Ça permet de faire de la sensibilisation auprès de ses copains-copines, ça permet de se réapproprier un espace urbain là où les femmes ont peut-être pas forcément l'habitude d'aller.
Et puis voilà, ça permet de se mettre en action. Et puis bien évidemment, on peut aller encore plus loin et puis investir les sphères de décision, que ce soit en politique, que ce soit dans sa boîte, auprès d'un syndicat, ou même d'un point de vue associatif, parce que si on regarde aujourd'hui toutes les grosses ONG en France, en fait ça reste à, je sais pas, 90%, tu pourras peut-être me corriger après, mais ce sont encore des hommes qui sont à la tête de ces grosses ONG-là, ce qui explique aussi peut-être pourquoi la convergence des thématiques genre et climat a mis un peu de temps à émerger, et CARE a fait partie vraiment des premières ONG à s'investir là-dessus. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire, aussi investir les sphères de décision pour porter ces sujets-là. Merci Solène. Ça clôture très bien cette première partie. Si je peux ajouter qu'il y a énormément de contenu qui existe sur la transition maintenant, que ce soit des podcasts ou autres. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez consulter sur des formes ergonomiques et digitales qui sont à raccord avec les nouvelles générations. On va passer à la deuxième partie.